Et donc aujourd'hui, on va commencer ce nouveau cycle de webinaires qui est organisé dans le cadre de l'animation régionale des générateurs. Donc je vais revenir brièvement sur ce dispositif. Et donc le premier sujet qui va nous intéresser cette année, c'est collectivités et collectifs citoyens, quelle synergie pour des projets d'énergie renouvelable de territoire. Donc voilà, on va se retrouver là pendant une heure pour discuter de ce sujet. Donc juste pour information, là normalement vous avez la main pour utiliser les micros et les caméras. Donc n'hésitez pas à mettre vos caméras si vous le souhaitez et on aura des temps de questions-réponses pour à la fin de chaque intervention. Donc soit vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Teams dans la conversation ou dans questions-réponses pour poser vos questions. Et sinon, pourrez prendre la parole au moment venu. Et donc, le webinaire sera enregistré et le replay pourra être diffusé après. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler des projets citoyens. Je vais rapidement me présenter. Donc, Julien Rioux, je travaille pour l'association Brézalec et je coordonne et j'anime comment dire, le réseau générateur en Bretagne. Aujourd'hui, on va parler des projets citoyens avec Bruno Livori, qui est animateur du réseau Taranis. Il va revenir un peu sur la dynamique en Bretagne autour des projets citoyens et du réseau Taranis. Et ensuite, on laissera la parole à deux bénévoles de coopératives citoyennes du réseau Taranis, avec Jean Rouxel de Kerwatt, qui est président de la SAS Kerwatt, qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette société citoyenne à vocation régionale. Et on aura un témoignage aussi de Jean-Pierre Thomas, de Centrale Villageoise Rance et Émeraude. Et les deux vont nous expliquer comment ils s'intègrent dans les politiques locales de transition énergétique et le fonctionnement et les projets qui sont menés localement par ces deux sociétés citoyennes. Je vais commencer tout de suite par quelques rappels sur le dispositif Les Générateurs. Euh, c'est un programme national qui a été lancé en 2022 par l'ADEME. Et donc, l'objectif, c'est d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités en matière d'éolien et de photovoltaïque, qu'il s'agisse de projets en toiture, en ombrière ou au sol. Les conseillers générateurs sont là pour vraiment permettre l'émergence de projets en phase avec les ambitions locales, en phase avec les plans climat, avec toutes les dynamiques locales. L'idée aussi de ce partenariat, comme vous allez voir, on est plusieurs structures qui sommes unies dans ce projet, c'est d'avoir vraiment une dynamique à l'échelle de la Bretagne pour aussi animer ce genre de temps comme ce matin et capitaliser et faire vivre un réseau national puisque aujourd'hui toutes les régions de France ne sont pas encore parties mais sur ce dispositif, mais un certain nombre de régions on déploie ce dispositif, les générateurs. Donc, le but, c'est aussi de capitaliser sur l'expérience de chacun. Et donc, opérationnellement, en Bretagne, on a 8 structures partenaires pour accompagner l'émergence de projets. Donc, en termes de partenaires, on a l'ADEME et la région Bretagne qui sont les principaux financeurs de ce dispositif. Brézalec, dont je fais partie, qui coordonne et qui anime au niveau régional ce programme. Et les conseillers et l'animation locale sont portés par les SDE et Brest Métropole. Donc chacun dispose d'un ou d'une conseillère euh, pour, euh, pour accompagner les collectivités. Et c'est vraiment un dispositif qui est là pour les élus locaux. Et enfin, on a des partenaires associés, euh, plutôt référents experts thématiques, avec Atlanson, qui sont là pour la filière photovoltaïque. France Renouvelable, ex-France Énergie Éolienne, qui nous épaule sur la partie éolien et plus globalement grand projet. Et enfin Taranis, l'animation du réseau régional Taranis pour la partie projet citoyen, projet de territoire.
Donc voilà, aujourd'hui, la cartographie des conseillers qui sont déployés dans les départements par les syndicats départementaux d'énergie. Euh, Tout ça se retrouve sur le site internet lesgénérateurs.adem.fr, le site national. Sur Brezalec, on a aussi une page dédiée avec tous ces contacts-là. Euh, et à la fin du webinaire, on vous enverra le diaporama, donc vous aurez accès aussi à toutes ces ressources. Je laisse tout de suite la main à Bruno pour nous parler de la dynamique citoyenne en Bretagne. Et s'il y a des questions sur le dispositif, n'hésitez pas à poser des questions dans les conversations et j'y répondrai à l'écrit pendant la présentation de Bruno. Bruno, c'est à toi. Merci Julien. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Livori, je suis animateur du réseau Taranis. Nous sommes 4 dans l'équipe, 4 à mi-temps. Donc il y a Julien et moi, et puis Thomas et Brendan. Moi je suis physiquement basé à Lorient et je suis à, à l'ON, l'agence locale de l'énergie et du climat, à Lorient à mi-temps, et à mi-temps pour le réseau Taranis. Voilà. Petite présentation du réseau, c'est important. Il s'agit d'un réseau régional qui est, on va dire, affilié à Énergie Partagée, qui est le mouvement national. Donc vous avez le petit logo, central. Énergie Partagée, il y a plusieurs structures. On va commencer par l'association. Cet asso regroupe tous les porteurs de projets, d'énergie renouvelable citoyenne. Et si on commence par le début, le mouvement est né, dans les années 2000 avec, des initiatives citoyennes, assez nombreuses et une assez structurante autour du parc éolien de Bégane, dans le 56. Donc forte, mobilisation, on va dire en termes d'intention et puis qui est devenu, quelque chose de très fédérateur qui a rassemblé beaucoup de monde, des citoyens mais aussi des collectivités et puis plein d'acteurs qui se sont regroupés à l'échelle nationale en parallèle et qui ont créé cette charte d'énergie partagée. Donc on vous a mis le lien sur le diaporama. Vous pourrez aller fouiller. C'est important de comprendre quelle était l'intention de ces acteurs, au départ. Et en 2011, c'est les porteurs se sont mis en réseau en Bretagne autour de ce réseau Taranis. Donc ça s'est créé vraiment, conjointement. Comme il n'est pas question de vous faire toute l'histoire ici, en 2021, un autre événement, on va dire assez structurant, c'est la création du label énergie partagée. Donc de la même manière, on va pas le creuser aujourd'hui, mais c'est un document, structurant pour le mouvement et qui permet de labelliser, les projets dits, citoyens et ça permet de mieux comprendre quelles sont les spécificités de ces projets. Et puis pour finir, vous avez sur la droite, la petite carte, de la France avec l'ensemble des réseaux régionaux, qui, sillonnent le terrain et épaulent les porteurs de projets citoyens, que ce soit des petites assos ou des petits collectifs naissants de citoyens ou des collectivités et la plupart du temps une coopération, assez efficace. Donc voilà, 2 petits documents structurants et qui vous permettront d'aller, comprendre un petit peu l'histoire. Alors, on parle d'énergie renouvelable citoyenne ou de projets citoyens. De quoi parle-t-on? Hem, on peut commencer par la colonne de gauche. La plupart du temps, c'est, des collectivités, des habitants et des acteurs locaux. On entend acteurs locaux, tout autre acteur autre que, collectivité ou simple citoyen, qui souhaitent se regrouper pour lancer un projet, qu'on pourrait appeler, de territoire, peu importe le périmètre exact du territoire. Mais l'idée, c'est bien de travailler ensemble à définir, on va dire un objectif, de production d'énergie renouvelable, mais avec, des bénéfices, qui soient le plus important pour ces acteurs locaux. Donc la première question, c'est comment? Il y a toute la partie technique. Là, on rentrera pas dans le choix du type d'énergie, mais l'idée, c'est bien de pouvoir créer une société dédiée, à ce projet ou à ces projets et cette société, à la création, doit permettre, à la fois pas mal de débats, mais surtout d'acter un mode de fonctionnement, avec 2 piliers que sont, la gouvernance, qui décide de quoi et comment se prennent les décisions
et comment se font les investissements, c'est-à-dire qui apporte, quelle somme d'argent et en lien avec cette gouvernance, hem, en général, si on s'appuie sur le label et sur la charte, il s'agit d'avoir une gouvernance partagée et d'avoir plutôt une des décisions de type une personne, une voix, plutôt que, une décision classique qui est: plus j'apporte d'argent, plus je décide. Donc cette société est assez, c'est important, cette structuration au départ et une fois que ça c'est calé, on peut, lancer études et on va dire, construction de ces projets d'énergie renouvelable et cette énergie renouvelable produite localement génère des revenus, peu importe le comment exactement, qui reviennent à la société et les règles de gouvernance ayant été décidées, permettent de faire, retourner ces bénéfices le plus localement possible. Donc ce petit schéma, il est assez structurant, vous le retrouverez sur le site d'énergie partagée. C'est important de bien comprendre cette genèse-là avec une gouvernance, partagée et une coopération de territoire. Le réseau en chiffres en 2024, quelques chiffres clés pour savoir de quoi on parle. C'est à peu près le réseau, c'est à peu près une cinquantaine d'adhérents. Avec, l'ensemble des typologies d'acteurs, hein, collectifs, sociétés citoyennes qui sont déjà créées, des collectivités et puis aussi des partenaires puisqu'on peut avoir des sociétés, privées qui participent à cette, création de société ou qui viennent participer, au à la fois au financement et à la décision. On a à peu près une quarantaine de projets en exploitation, tout type de production confondue, hein, que ce soit électricité, chaleur, éolien ou photovoltaïque, peu importe. Ce mouvement représente à peu près 8 000 personnes qui investissent, à la fois du temps, et de l'argent, puisque c'est important de faire cette différence. On peut y investir beaucoup de temps et peu d'argent, ça dépend de ce qu'on peut apporter et ces 2 piliers-là sont aussi, importants les uns que les autres. C'est à peu près 2 mégawatts de photovoltaïque en toiture, à peu près 8 mégawatts d'éolien, presque 2 de puissance pour la méthanisation et puis, 50 prises de participation d'acteurs publics, dans ces, projets d'énergie, renouvelable citoyenne. Une carte qui est, assez récente et qui représente, à un instant T, les dynamiques de coopération qui portent, leurs fruits sur le territoire. Donc c'est une situation au 1er juillet 2023 qui représente l'ensemble des installations d'énergie renouvelable citoyennes et les coopératives territoriales. Donc sans faire le tour et être exhaustif, on voit que la photo est très jolie. Merci. Heu, on voit les différents points qui sont regroupés, à la fois en taille pour représenter les puissances, avec des couleurs, des codes couleurs pour représenter le type de technologie qui est, qui a été installé et surtout sur la droite, vous pourrez retrouver, le des petits chiffres clés. Il y a 10 sociétés citoyennes, territoriales qui développent des projets. Une société citoyenne régionale qui est Kerwatt, qui vous sera présentée tout à l'heure et heu et 12 sociétés citoyennes qui sont dédiées, à un projet. Donc ça, c'est pour la cartographie. Si on fait un petit zoom arrière plutôt que de se focaliser sur les détails, on voit que, bah, le territoire n'est pas tout à fait homogène ou en tout cas les dynamiques sont pas tout à fait les mêmes. Ça, c'est lié à plein de petits facteurs. Mais on voit que sur la partie, on va dire autour de Rennes et sur la partie nord, beaucoup de points et des points relativement importants qui montre bien une coopération forte entre, collectivités et citoyens de longue date et un engagement assez fort. On pourra y revenir, ensuite. En lien avec cette carte précédente, heu, on a essayé de faire une extrapolation de tous les projets, existants et également des projets à venir, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en développement. Et si on fait une projection jusque 2028, voilà ce qu'on peut obtenir avec, les codes couleurs, en bleu pour l'éolien, le jaune pour le photovoltaïque au sol, le photovoltaïque en toiture qui reste, important mais qui en termes de puissance forcément proportionnellement ne sera plus le même
Et donc l'idée, c'est d'avoir, une petite représentation de la taille moyenne des projets. Donc on voit que d'ici 2028, si on prend uniquement le portefeuille des projets en développement, on pourrait avoir une production multipliée par 10, ce qui n'est pas négligeable et ce qui demande, à la fois une posture de coopération pour tous, pour arriver à mener à bien ces projets au plus vite et de manière, qualitative. Donc voilà, c'est bien de rêver, un petit peu dans ces périodes de morosité et de se dire que oui, c'est possible. Hem, Ça, c'est ce qui est déjà dans les cartons. Il n'est pas interdit d'imaginer qu'on puisse en avoir encore. Tout cela dépend de nos capacités à échanger et à pouvoir, décider ensemble. Je te Merci redonne la main, Bruno. Julien. Ouais. Merci Bruno. Et du coup, voilà, tous ces chiffres et cette carte-là donc, ont été produits par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne euh, et sont à retrouver dans le Memento de l'énergie euh, pour l'édition 2023 qui est sortie en fin d'année dernière. Donc voilà, on vous adressait un peu ce tableau là déjà de la dynamique euh, actuelle et puis des perspectives sur l'énergie citoyenne en Bretagne. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, avec Jean qui a pu se reconnecter. Euh, Jean Roussel, qui est président de la SAS Carwatt, et qui va nous expliquer à la fois quel est l'objet de cette société citoyenne, les projets qu'il développe et comment il fonctionne avec des forces 100% bénévoles. La parole est à toi, Jean. Oui, ok, bah bonjour à toutes et à tous et désolé pour ce contretemps. Bah, tu peux passer à la diapo suivante, Julien, s'il te plaît. Voilà, donc Carwatt, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, c'est la société régionale qui fédère un certain nombre de collectifs un peu partout en Bretagne. Et donc, collectifs qui, au lieu de créer leur propre société de projet, sous l'égide de Taranis, hein, c'est vraiment grâce à Taranis que cette société a été créée, eh bien, ont décidé de créer une société unique pour porter les projets de production d'énergie renouvelable, essentiellement centrés sur le photovoltaïque actuellement. Alors, on a essentiellement des projets sur toiture, mais bon, on envisage de s'engager dans des projets au sol aussi avec d'autres partenaires. Donc la société Carwatt a été créée en février 2020 et c'est donc une société à statut de coopérative, comme l'a indiqué Bruno tout à l'heure, avec donc un sociétaire égale une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient. Voilà, et bien donc oui, les associations qui ont été à l'origine de la création de Carwatt sont Equer dans la région de Pont-l'Abbé. Ensuite, vous avez Étoile solaire dans la région de Redon, vous avez Doloat à Dole de Bretagne et Trégor énergétique dans la région de Lannion. Ce sont ces quatre associations-là qui ont créé Carwatt. Et donc, la vocation de Carwatt, c'est aussi d'accepter d'autres collectifs en son sein. Et c'est donc la raison pour laquelle l'association Soulaiwatt de Vitré nous a rejoints en 2022. Et cette association-là vient d'ailleurs de porter un très très beau projet dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà donc pour l'historique de Carwatt. Alors, voilà les projets. Donc, on a donc un certain nombre de projets qui ont été réalisés. Le premier, c'est à Clohars-Fouesnant, donc dans le Finistère, une petite centrale de 9 kW crête. Le second projet, ça a été à Chapelle-de-Brun, en Ille-et-Vilaine, donc un projet également sur la toiture de la mairie, une centrale de 9 kW crête également. Un troisième projet a vu le jour dans la région de Trémuson, près de Saint-Brieuc. Donc là, ça a été une plus grosse centrale de 92 kW crête qui a été construite non pas sur un bâtiment public, mais sur un bâtiment privé. En fait, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment neuf qui a été construit c'est un négoce de matériaux biosourcés et le propriétaire n'envisageait pas que sa toiture ne soit pas équipée de panneaux photovoltaïques. Mais comme il n'avait pas financièrement les moyens de le faire, il nous a sollicité et c'est avec plaisir que nous avons réalisé ce projet. Donc ça, c'était le troisième.
Le quatrième, eh bien, c'est la ferme de Brandéa. Pardon, non, le quatrième, ça a été la salle des fêtes de la Chapelle de Brun. Donc, on a sur la Chapelle de Brun, sur la commune de la Chapelle de Brun, 2 bâtiments publics qui sont équipés de centrales. Et là, une centrale un peu plus puissante sur la salle des fêtes, une centrale de 22 ou 24 kW crête, je ne sais plus exactement. Ensuite, on a réalisé un 5e projet sur la ferme de Brandéa, à Aller, une centrale de 36 kW crête, mise en service en avril 2023, donc elle a bientôt 1 an d'existence. La 5e a été mise, ou la 6e, je ne sais plus où j'en suis, a été mise en service à Lannion, oui, à Lannion, sur un bâtiment des services techniques de la ville de Lannion, là aussi grâce à une coopération très fructueuse avec les élus de la ville de Lannion. Et donc, la dernière centrale qui vient d'être mise en service le 28 février dernier, c'est la centrale de Saint-Germain-du-Pinel. Donc, la centrale de Saint-Germain-du-Pinel qui est sur la toiture de la salle des sports. Et là aussi, on a eu un engagement très, très fort de la collectivité pour que ce projet voie le jour. Alors, on a un certain nombre d'autres projets, enfin, on a 3 projets qui sont sur le point d'être réalisés en 2024. Et donc, on a, oui, là où il y a la souris, pardon, sur la commune de Pinmar, c'est également un projet en collaboration avec une collectivité là, sur un bâtiment des services techniques de la commune de Pinmar. Ensuite, on a un projet à Saint-Nicolas-de-Redon, dans le 44. Et là, c'est une maison de santé. Alors, c'est une maison de santé qui est alors, il y a à la fois du privé et la mairie qui est propriétaire de ce bâtiment. Et enfin, le dernier que nous avons en projet, c'est encore avec une collectivité, la commune de Saint-Quay-Perros, donc un bâtiment neuf en cours de construction, bientôt terminé, et sur lequel on aura une centrale de 36 kW crête. Voilà. Donc, vous voyez, sur l'ensemble de nos projets, on en a beaucoup, enfin, la majorité sont quand même réalisés avec des collectivités, puisqu'il n'y a que 2 projets avec des privés. Enfin, 3, pardon, 3. On a 3 avec des privés, on a, ouais, voilà. Okay. Alors, oui, bon, on peut passer à ce transparent-là. Donc, actuellement, nous avons au sein de la société 446 sociétaires. Et parmi ces 46 sociétaires, il y a des personnes physiques, bien sûr. Hein, c'est le gros lot, 424 personnes. Mais on a également 16 personnes morales. Donc, ce sont des sociétés en général. On avait 2 collectivités, mais ça va augmenter hein, au cours de l'année 2024. Et on a 4 associations qui ont pris des parts, donc les 4 associations qui ont été à l'origine de la création de Kerouac. Donc au 30 septembre, alors pourquoi le 30 septembre? Parce que c'est la fin de notre exercice comptable. Au 30 septembre, nous avions collecté 289 000 euros et aujourd'hui, on est à 320 ou 330 000 et on a dépassé les 450 sociétaires. Voilà, donc, écoutez, oui, on a une progression du capital au fil du montage des projets et ce capital va encore s'accroître en 2024 et le nombre de sociétaires également, puisque les projets sont sur des sites qui n'ont pas été couverts jusqu'à présent et donc les habitants de ces territoires-là seront sollicités pour participer au financement du projet, sachant qu'à Kerouac, eh bien, on vise un financement citoyen à hauteur de 50% du montant hors taxe des travaux et le reste par prêt bancaire. Et jusqu'à présent, on a toujours atteint cet objectif-là et même on l'a dépassé. Mais c'est quand même relativement important de dépasser cet objectif parce que nous avons besoin d'une réserve de trésorerie dans la mesure où la banque ne nous délivre son prêt que lorsque nous avons financé la totalité des travaux. Alors, vous voyez, par exemple, pour la centrale de Saint-Germain-du-Pinel que nous venons de réaliser, la centrale, il y en a pour 120 000 euros hors taxe. Donc, nous avons dû financer ces 120 000 euros à l'aide de l'épargne collectée. Et ce n'est que maintenant que la banque va pouvoir nous prêter l'argent qu'elle était censée nous accorder. Voilà. Diapo suivante. Alors, avec les collectivités, comment on travaille?
Alors, il faut les projets, quand les collectifs ont des projets, il y a différents moyens qui nous permettent d'en être informés. Par la presse, hein, souvent une collectivité communique sur un bâtiment en construction ou en rénovation. Il y a les sociétaires aussi qui habitent les communes qui nous disent tiens, il y a un projet là qui va se faire dans ma commune, ça vous intéresse de candidater? Bah oui, pourquoi pas. Et parfois, c'est des contacts directs aussi on prend contact directement avec des collectivités. Alors, comment ça se passe la plupart du temps pour solliciter les collectivités? Eh bien, on adresse à la collectivité, lorsqu'on a connaissance d'un projet ou d'un bâtiment qui va se construire, on adresse ce qu'on appelle une MIS, une manifestation d'intérêt spontané, donc dans laquelle on exprime notre souhait de réaliser la centrale photovoltaïque sur un bâtiment donné. Suite à cette EMIS, eh bien, la commune a l'obligation de publier un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, pour s'assurer que personne d'autre n'est susceptible de vouloir réaliser cette centrale. Et puis, disons que la valeur ajoutée qu'on apporte, nous, par rapport à des sociétés privées, eh bien, c'est l'implication citoyenne. Chaque fois qu'il y a eu un projet avec une collectivité, on a systématiquement organisé des réunions avec la population de la commune pour apporter notre éclairage sur la problématique de l'énergie et sensibiliser notamment les habitants aux économies. Produire de l'énergie renouvelable, certes, c'est nécessaire, mais il faut avant tout qu'on soit sobre et donc qu'on économise l'énergie. Et nous, c'est disons, véritablement la valeur ajoutée qu'on apporte auprès des collectivités. Mais bien évidemment, le succès d'une telle opération dépend avant tout de la volonté des élus d'impliquer des citoyens. Alors, je dois vous avouer qu'on a des collectivités dont les élus nous font confiance, d'autres qui sont plus réticents parce qu'ils estiment que on est des bénévoles, on est des associations, donc des gens pas forcément sérieux. Et si nous sommes des gens très sérieux, la preuve, c'est que nous arrivons à monter des projets comme celui de Saint-Germain-du-Pinel avec une centrale de 120 kW crête. Voilà, donc nous sommes des gens sérieux et en tant qu'élu, n'hésitez pas à faire appel à Carwatt pour porter des projets si toutefois vous en avez. Et puis, bien oui, il y a également un atout qui est important de la part des collectivités, c'est qu'elles peuvent apporter également une contribution financière au projet. C'est notamment le cas lorsque un bâtiment nécessite un renforcement de structure et dans ce cas, la rentabilité du photovoltaïque n'étant pas très élevée, il est généralement difficile de prendre en charge dans le business plan l'étude de charpente d'une part et puis le renforcement de la charpente. Alors, en ce qui concerne l'étude de charpente, maintenant, il y a quand même eu, Julien pourra peut-être nous en parler tout à l'heure, il y a une aide régionale qui est possible pour cette étude. Mais par contre, pour le financement du renforcement de charpente, eh bien, là, ce qu'on souhaite, nous, c'est que ce soit les collectivités qui le prennent en charge. Enfin, bon, tout ça, ça s'étudie, hein, mais on a actuellement un projet avec à nouveau la commune de Lannion sur la tribune d'un stade de foot. Et là, il y a une étude de charpente qui a été faite et donc financée par la collectivité. Mais il y a un renforcement nécessaire et le coût du renforcement est de 17 000 €. Donc, il faut qu'on voit, là, ce serait une centrale de l'ordre de 90 kW crête. Il faut qu'on voit si ce coût-là, on peut le prendre en charge. Sinon, eh bien, soit la collectivité le prend en charge, soit le projet ne peut pas se faire. Voilà. Est-ce que j'ai encore… Ah oui, alors… Oui, bonjour, je vous appelle parce que je viens d'avoir un appel de l'école en me disant que ma fille est trop malade pour pouvoir être à l'école, donc j'aurais aimé prendre rendez-vous cet après-midi, s'il vous plaît. Eh bien, elle avait fièvre et puis une grosse toux, mal à la gorge. Désolé. C'est désolé. Alors, le rôle de Carwatt, évidemment, c'est de porter des projets de production d'énergie renouvelable. Donc, il y a d'abord cette étape de recherche de toiture. Ensuite, eh bien, on sollicite des installateurs pour qu'ils nous fassent une étude technico-économique.
Et donc, le comité de gestion de Kerouac a développé en interne des outils qui nous permettent, à partir des données fournies par les installateurs, de déterminer si le projet est viable économiquement. Dans la mesure où la viabilité économique du projet est démontrée, eh bien, on attaque la phase opérationnelle, on va dire. Donc, il y a un certain nombre de contrats qui doivent être conclus avec le propriétaire de la toiture notamment. Alors, c'est soit un bail, soit une convention d'occupation temporaire. Il y a des contrats qui sont passés avec Enedis, hein, c'est la demande de raccordement, avec EDF pour le rachat de l'électricité produite. Et puis, eh bien, la société Kerouac assure ces centrales via un contrat national d'assurance qui a été passé entre Énergie Partagée et puis bien oui, un contrat d'assurance qu'on a passé entre Énergie Partagée et la Maïf. Voilà, donc nos structures, nos centrales sont assurées de diverses manières. On a une responsabilité civile maître d'ouvrage pendant la phase travaux. Ensuite, on a une responsabilité civile en exploitation. On a une garantie perte d'exploitation et une garantie dommage aux biens. Alors, nos installations, évidemment, on en assure le suivi via un organisme qui s'appelle EPIS. Donc, toutes nos centrales sont connectées via Internet à cet organisme-là, qui donc, lui, est chargé de vérifier que le fonctionnement de nos centrales est au nominal. Et bien entendu, le rôle de Kerouac également, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est d'essaimer. Donc, on apporte notre soutien à l'émergence de collectifs locaux, très souvent d'ailleurs en coopération avec Taranis, hein, avec des gens de Taranis. On a participé à pas mal de réunions dans la région de Saint-Brieuc, notamment, dans la région de Carhaix également, et ailleurs également, dans la région de Redon, bref, partout où il y a des collectifs qui adhèrent à Kerouac. Donc, l'avantage de Kerouac, c'est de permettre un partage des compétences. Tout ce qu'on a acquis jusqu'à présent, eh bien, la plupart du temps, quand un collectif se crée dans un endroit ou dans un autre, ils ont besoin d'être formés, on va dire, à la problématique du photovoltaïque. Et donc, nous, on se charge de les faire monter en compétences de manière à ce qu'ils soient à même de porter leur propre projet. Et puis donc, eh bien, on a un certain nombre d'outils qu'on mutualise, qu'on partage évidemment avec tous les gens qui nous rejoignent. Voilà. Et puis, ça permet également, l'intégration de nouveaux collectifs permet de mutualiser des tâches parce que la gestion d'une société, ça nécessite un certain nombre d'actions au quotidien, ou tout au moins d'une manière régulière. Et disons, au sein de Kerouac, on organise des réunions très régulières. Tous les 15 jours, le comité de gestion se réunit en visioconférence, évidemment, puisque du fait que nous sommes éparpillés aux quatre coins de la Bretagne, c'est le moyen que l'on privilégie pour des rencontres fréquentes, mais ça ne nous empêche pas non plus de temps à autre de nous regrouper dans un endroit de Bretagne pour échanger en présentiel. Voilà. Oui, alors donc je vous disais, hein, le comité de gestion, c'est vraiment l'organe décisionnel de la société Kerouac. Donc les membres du comité de gestion sont élus pour 3 ans par la collectivité par l'ensemble des associés. Donc l'élection se fait en assemblée générale. Et c'est le comité de gestion qui nomme le président en son sein. Donc le président est nommé pour 3 ans et son mandat est renouvelable une fois. Pour l'assister dans cette tâche, eh bien, le président est assisté de directeurs généraux. Actuellement, on a 2 directeurs généraux, une directrice et un directeur général au sein de Kerouac. On est organisé en groupes de travail qui sont essentiellement ceux que vous avez à l'écran, donc juridiques, hein, pour toutes les questions relatives aux baux, aux cotes, etc. L'aspect technique pour l'analyse des propositions financières, techniques qui nous sont faites et financières qui nous sont faites par les installateurs. Et puis, on a un groupe communication qui est en charge, par exemple, de la remise en fonctionnement de notre site web qui a été hacké. Voilà, et puis de tous les moyens de communication par la presse, les communiqués de presse, les flyers, etc. etc.
au sein du comité de gestion, on s'efforce de prendre nos décisions au consentement. Ça a toujours été le cas jusqu'à présent. On n'a jamais été obligé de recourir au vote pour faire un choix. Et donc, oui, je vous le disais, là, on a des réunions bimensuelles en visioconférence, donc qui nous permettent à chaque fois de faire le point sur les projets qui sont en production, l'état d'avancement des projets qui sont en cours d'étude. Au cours de ces réunions également, on évoque l'aspect financier. Donc, là, on fait le point sur l'actionnariat, à combien on en est de collecte citoyenne pour chacun de nos projets. On a également ce qu'on appelle les OPTF, les offres au public de titres financiers dont il faut se préoccuper, sachant qu'on ne peut pas solliciter des souscriptions de la part de citoyens tant qu'on n'a pas publié auprès de l'autorité des marchés financiers ce qu'on appelle un DIS, un document d'information synthétique, dont le rôle est de sensibiliser les futurs actionnaires aux risques et aux avantages d'une souscription dans Carwatt. Voilà. Et puis, on a également régulièrement des opérations de comptabilité sur l'aspect comptable à gérer. Et puis, bon, en dernier recours, en dernier lieu, il y a également la préparation de l'Assemblée générale, sachant que là, on a un certain nombre de rapports, le rapport d'activité, d'orientation, financier, etc., à rédiger. Et également l'organisation des votes, parce que au sein de Carwatt, du fait, encore une fois, de notre éparpillement, eh bien, on organise des votes essentiellement par Internet. Les votes pour l'AG sont organisés par Internet. Voilà, eh ben, je crois que, je ne sais pas, est-ce que j'ai terminé? Ouais, c'est bon. Merci, merci Jean pour ton témoignage. Je vois pas de questions dans l'onglet de conversation. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je laisse la parole tout de suite à Jean-Pierre Thomas de Centrale Villageoise Rance Émeraude pour son témoignage. Et puis, on gardera un petit peu de temps à la fin pour quelques éventuelles questions. Vas-y, Jean-Pierre, c'est à toi. Merci Julien, bonjour à vous. Merci de cette invitation. Alors, tu peux passer à la diapo suivante déjà. Moi, je vais essayer de vous expliquer d'où on vient, qui nous sommes et comment en fait on s'est lancé dans cette aventure. Alors en fait, on a démarré avec un groupe de gens pendant le confinement de juin 2020. On se disait qu'il fallait faire quelque chose de concret pour la transition énergétique sur notre petit territoire de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude, hein, qui représente 8 communes. Et on a décidé de créer très vite, avec une quinzaine de personnes, une association, donc Émeraude Transition Énergétique, qui existe toujours, hein, et qui comportait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de la sensibilisation à toutes ces questions d'économie d'énergie, de rénovation énergétique, de production d'énergie renouvelable, etc. Et on s'était rendu compte que les gens étaient un peu perdus. Vous savez, il y avait à l'époque les arnaques sur l'isolation à 1 euro, le photovoltaïque qui allait remplacer les factures EDF. Enfin bon, les gens ne s'y retrouvaient pas. Et on s'est dit, il faut une association locale pour essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe et les accompagner. Deuxième objectif. Alors, il y a le réseau Rénov Habitat, les services publics qui aident les gens, mais ils ne sont pas toujours connus. Donc là, pareil, cette association, en fait, fait de l'intermédiation et met en rapport, soit renseigne directement les gens sur les travaux qu'ils peuvent avoir à faire, les aiguiller éventuellement vers des professionnels sérieux, ou bien les envoyer vers les points du réseau Rénov Habitat qui existe localement. Voilà. Et puis le troisième objectif, il était inscrit dès le départ, c'était de pouvoir faire des projets de production, des projets collectifs de production d'énergie renouvelable, en particulier de photovoltaïque. Et pour ça, on savait qu'il fallait se doter d'une structure particulière. Donc, on s'est donné une petite année de réflexion pour choisir la manière dont on allait le faire. Et on a choisi de se raccrocher donc au réseau national des centrales villageoises,
que je vais vous présenter un tout petit peu tout à l'heure, ainsi que les raisons pour lesquelles on est allé là. Alors, on peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas m'attarder parce que Jean a expliqué le dynamisme, le processus des sociétés de notre type. On fait à peu près la même chose, hein. Donc, des collectivités ou des particuliers mettent à disposition une ou plusieurs toitures. En parallèle, des citoyens se mobilisent pour récolter les fonds nécessaires et puis animer ces projets-là et y participer. Donc nous, société citoyenne, on va réaliser toutes les études nécessaires, faisabilité, appel d'offres, etc. Et on va installer les centrales et les exploiter pendant 20 ans. Voilà. Et ensuite, l'énergie produite est valorisée soit par revente totale, qui est le schéma de base initial, mais également maintenant avec le mécanisme de l'autoconsommation collective, puisqu'on on va ouvrir notre première boucle de 10 km avec 7 communes dans la région de Dinan. C'est un moyen alternatif de valorisation de l'énergie qui est vraiment pour nous le produire local, consommer local au niveau de l'énergie. Et là, on se rend compte qu'il y a une appétence énorme des gens, des citoyens et des élus pour cela. Donc, c'était notre objectif déjà au départ, mais ce n'était pas facile de le faire il y a quelques années. Maintenant, on va pas dire que c'est facile, mais c'est un peu moins compliqué. Donc, on va travailler sur ce deuxième moyen de valorisation de l'énergie. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, les centrales villageoises. Alors, pourquoi on a choisi les centrales villageoises après pas mal de réflexions et de contacts? Bien entendu, on a dès le début adhéré à Taranis et on est allé voir Kerouat. On s'est demandé si on allait partir de la feuille blanche, faire autre chose. Et en fait, ce qui nous a attiré sur les centrales villageoises, c'est essentiellement l'outillage qui a été développé par cet organisme depuis 10 ans. Les guides méthodologiques extrêmement pédagogiques, l'existence d'un tas d'outils, des business plan type, des accords divers et variés avec Enedis, etc., etc. Et sans parler des sites web, vous irez faire un tour sur notre site web. En fait, ils ont développé un système de sites génériques qui est extrêmement facile à mettre en œuvre, hébergé par des sociétés professionnelles. L'existence aussi de 3 salariés au niveau national qui répondent dans la journée à nos sollicitations. Donc tout ça, c'était un premier point, l'outillage des centrales villageoises. Le deuxième point, bah, c'est la charte qui nous a énormément plu. Alors, elle est très proche de celle d'énergie partagée, hein, mais évidemment, le premier point, c'est la participation citoyenne. Le deuxième point, il est très important, c'est le lien aux collectivités locales et le fait de développer un territoire. Et ça, c'est important parce qu'on s'est rendu compte dans notre année de réflexion que nos politiques, les politiques de la région, du territoire dans lequel on est, donc là, globalement autour de Dinan, Dinard, Saint-Malo, hein, pour faire court, ce territoire est lié aujourd'hui par un projet structurant qui est un projet de parc naturel régional autour d'une association de préfiguration qui s'appelle Cœur Émeraude. Et très vite, on a été amené à être en contact avec les gens qui développaient, les politiques qui développaient ce parc. Et tout de suite, ces gens-là nous ont dit, mais il faut absolument que vous veniez sur notre territoire parce qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Et c'est important pour nous dans le montage du PNR et on va pouvoir vous apporter des choses également. Et effectivement, après pas mal de réflexions, on s'est dit, parce que quand même 70 communes, ça fait un gros territoire, on était parti de 8 à 9 communes. Et aujourd'hui, on se félicite d'être allé sur ce territoire-là parce qu'on se rend compte que des intercommunalités comme Dinan Agglomération, en particulier, sont extrêmement dynamiques sur le développement des ENR et nous a énormément aidé pour développer nos projets.
Donc voilà, tout ce faisceau en fait de raisons nous a fait choisir les centrales villageoises. Alors les autres éléments de la charte, hein, bon, ils sont assez classiques, hein. Respect de l'environnement, du patrimoine. On a pas mal à faire avec des communes qui sont en zone protégée par les ABF, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Jean le sait aussi, je crois. On essaye de faire travailler, bien entendu, les artisans de la région et puis de contribuer au développement local. Il faut savoir qu'un projet qui s'implante dans une commune va en général être le moteur pour déclencher autre chose. Souvent, les collectifs citoyens qui se mettent en place autour d'un projet comme ça débordent vers des projets de développement social qui sont extrêmement intéressants. On l'a vu dans 2 ou 3 cas. Alors, notre objectif, donc, vous l'avez vu, c'est de développer ces énergies citoyennes sur un territoire, en partenariat avec les élus et les acteurs économiques et associatifs. Alors, on va voir que nous aussi, on a bien entendu des privés, des associations, des entreprises qui sont dans notre actionnariat. On peut passer à la suite. Voilà, alors en ce moment, donc en mars, on en est rendu à 110 actionnaires, donc 103 personnes physiques, 3 publics, dont les 2 syndicats d'énergie du département 35 et 22, parce qu'une de nos particularités, c'est qu'on est à cheval sur 2 départements. Donc on a très vite rencontré les syndicats d'énergie qui nous ont beaucoup aidés, surtout celui de l'Ille-et-Vilaine, et ça a fait un petit peu d'émulation entre le 22 et le 35, c'est très bien. Donc aujourd'hui, ces deux syndicats d'énergie sont actionnaires et membres de notre conseil de gestion. On a une société, une entreprise privée, aujourd'hui il n'y en a qu'une, mais il y en aura bientôt d'autres, qui est la société Dinalec à Dinan. Et puis 3 associations locales, dont Cœur Émeraude, dont je vous ai parlé. Un capital de 110 000 euros aujourd'hui et un prêt. Alors là, je dois dire qu'on a eu, après pas mal de portes auxquelles on a frappé, on a finalement frappé à celle du Crédit Agricole qui nous a d'emblée octroyé un prêt de 325 000 euros. Qui nous demande quasiment rien en termes de sécurité, juste la revente de l'énergie, et qui nous a fait confiance depuis le début. Et je dois dire que ça, ça a vraiment été une aide considérable pour démarrer nos projets. Aujourd'hui, c'est marqué 6, mais on en a 7 aujourd'hui, 7 installations réalisées en cours. Pour une puissance de à peu près 250 kW crête. Une dizaine d'autres à l'étude et ça continue. Là, je crois que la loi d'accélération et ce qu'a demandé l'État aux communes fait que on a quasiment toutes les semaines un maire qui nous appelle pour aller le rencontrer. Bon, au départ, c'était pas tout à fait ça. C'était nous qui frappions à la porte. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous voir. On a également lancé des opérations kits solaires avec notre association été en partenariat. Les kits solaires, alors au départ, on se demandait s'il fallait se lancer là-dedans. Et en fait, on est très content d'y être allé parce que c'est un excellent moyen d'amener des citoyens à s'intéresser à l'énergie photovoltaïque, à y toucher un petit peu de près. Et en général, là, on a déjà 3 ou 4 exemples. Ces gens qui se sont dotés d'un kit, eh bien, ils deviennent des bénévoles chez nous et on en a bien besoin. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Oui, les partenaires, j'en ai déjà parlé, donc tu peux passer, effectivement. Un petit mot sur la gouvernance, mais ça ressemble beaucoup à ce que fait Kerouat, hein. Donc, un conseil de gestion de 15 membres aujourd'hui, avec un président et un vice-président. Des groupes de travail, à peu près les mêmes que Kerouat, hein, communication, projet. On essaye d'avoir un chef de projet par projet, et puis tout ce qui est mise à jour du site, etc., etc. Une particularité, nous avons recruté un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est un professionnel du photovoltaïque. C'est la société Belen Ingénierie à Redon,
Monsieur Feuillet, qui en fait nous assiste pour tous les projets un petit peu compliqués, en particulier dès qu'il y a un équipement recevant du public, l'intervention des bureaux de contrôle, etc. Et on le fait intervenir, même si on ne le fait pas intervenir systématiquement, puisqu'on porte des projets directement, maintenant qu'on a un petit peu de formation depuis 2 ans, grâce à lui d'ailleurs, parce qu'il nous forme également à tout ce qui est un peu technique, et puis on a le support du réseau des centrales villageoises. Voilà, on peut passer, je pense. Bon, quelques réalisations. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a des projets de 36 kg, 74 kg, 90 kg. On a démarré avec 2 petits projets de 9 kg également. Voilà, donc rien de particulier à signaler là-dessus. Et puis j'aurais pu vous citer donc ce projet de boucle d'autoconsommation collective autour de la région de Dinan, pour laquelle on a eu une autorisation donc d'extension à 10 km de la part du ministère. Cette boucle, on va la démarrer sans doute à la rentrée. Elle va permettre d'intégrer aujourd'hui quatre installations de production, et nous sommes en train de recruter différents clients, sachant que pour l'instant, on ne va pas pouvoir fournir de l'énergie aux particuliers parce que le bouclier tarifaire fait que ce n'est pas tellement intéressant pour eux, mais les entreprises, les communes, les EHPAD vont être très intéressés pour avoir une partie de leur énergie fournie en local. Voilà. Et on va travailler pour la facturation de ces boucles avec la start-up EnoGrid qui fournit les logiciels de facturation, et également avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est la SCIC Bois Énergie, qui est très connue sur la région et qui avait un salarié en gestion à temps partiel, qu'on va pouvoir donc financer pour augmenter son temps partiel, et c'est eux qui vont gérer ces opérations d'autoconsommation collective avec nous, puisque évidemment nous on n'a que des bénévoles, et ce genre de choses dépasse un tout petit peu le bénévolat. Voilà, j'ai fait un peu le tour, donc je pense que maintenant c'était peut-être intéressant de vous laisser la parole pour des questions. Merci à vous. Merci Jean-Pierre. Effectivement, il nous reste un peu de temps là pour quelques questions, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, moi j'en aurai au moins une. N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole directement si vous avez une question. Et en attendant il y en ait une éventuelle qui arrive, peut-être une question pour Kerouac, qui a travaillé à la fois sur du foncier public et privé. Est-ce que Jean, vous avez vu des réelles différences, et puis en termes d'implication locale et de lien aussi, euh, voilà, peut-être, est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes différences que vous avez pu constater entre travailler avec du privé et travailler avec des collectivités? Alors, en termes d'implication citoyenne, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de différences entre les projets qu'on a pu monter, soit avec des collectivités, soit avec des privés. En fait, disons, l'implication citoyenne, elle est avant tout l'œuvre des collectifs locaux. Donc, ce sont eux qui organisent les réunions avec des citoyens, qui les sensibilisent, qui les amènent à coopérer avec nous. Non, je ne peux pas dire qu'il y ait. Non, la différence véritablement, c'est concernant l'aide financière que les collectivités sont susceptibles de nous apporter. Parce que, d'une manière générale, les projets privés, eh bien, c'est à Kerouac d'assumer la totalité des coûts, renforcement de charpente y compris. Alors là, on a un autre projet dont je ne vous ai pas parlé sur la commune de Belley, dans le 44, un centre équestre, là où même chose, il y a un renforcement de toiture nécessaire, mais le propriétaire de la toiture, lui, ne souhaite pas participer au financement de ce renforcement, donc il va falloir l'intégrer dans notre business plan et voir si ça peut
si économiquement le projet tient la route et est viable. Donc non, voilà, la différence c'est ça, mais en matière de sensibilisation citoyenne, il n'y a pas, moi je ne vois pas véritablement de différence entre un projet privé et un projet public, puisque, encore une fois, c'est l'association locale qui se charge de l'animation autour de ce projet. Peut-être un petit complément pour ce qui nous concerne. Moi, une petite différence que je peux voir, c'est que très souvent, les collectivités nous consentent un loyer extrêmement modique, hein, symbolique, alors que pour les privés, ben, nous, on essaye de faire un tout petit effort sur le montant du loyer. Voilà, on essaye, dans la mesure de l'économie du projet, on essaye de donner aux privés un tout petit peu plus en termes de loyer. Voilà. Sinon, je C'est suis très d'accord juste. avec Jean, c'est à peu près pareil. Oui, c'est très juste ce que tu dis, Jean-Pierre, et nous, on est un peu dans le même cas, hein, parce que toutes les collectivités avec lesquelles on a travaillé jusqu'à présent nous ont accordé un loyer symbolique. Alors, c'est une forme pour la collectivité de participation à l'effort nécessaire pour le développement des énergies renouvelables. Donc, au titre de cet effort-là, eh bien, la commune nous consent un loyer très très modique, hein. En général, c'est du symbolique, c'est d'1 euro par mois ou par an, sachant quand même que malgré tout, il y a un retour sur investissement pour les collectivités, dont il n'est pas inutile de parler. C'est le fait qu'au bout des 20 ans d'exploitation de la centrale dont tu as parlé tout à l'heure, Jean-Pierre, et nous, c'est la même chose, hein, les contrats que l'on conclut avec EDF-OA qui nous rachète l'énergie, eh bien, ce sont des contrats d'une durée de 20 ans. Et à l'issue des 20 ans, l'une des clauses qui figure dans les baux ou dans les cotes qu'on passe avec les collectivités, c'est la rétrocession à titre gracieux de la centrale à la collectivité, qui pourra continuer à l'exploiter à son profit pendant les 15 ou 20 ans encore de durée de la centrale. Parce que on sait qu'un panneau photovoltaïque, la durée d'un panneau photovoltaïque est bien supérieure à 20 ans. Certains fabricants maintenant garantissent d'ailleurs leurs panneaux 30 ans. Ça veut dire qu'ils sont sûrs qu'ils tiendront au moins 30 ans, sinon plus. Voilà, donc ça, c'est quand même un point important à souligner. Voilà, le fait que la collectivité récupérera la centrale, peut récupérer. Alors, c'est un des choix qui sont possibles à l'issue du contrat de 20 ans, un des choix possibles, mais ça, c'en est un. Pareil pour nous, je confirme. Alors, nous, on est en train de se demander si sur certaines affaires, on ne va pas faire des baux de 25 ans, parce qu'avec la diminution des prix de rachat, il y a des projets qui sont quand même aujourd'hui très, très limites. Alors, on prend un risque parce que les contrats des FOA ne portent que sur 20 ans, mais on se demande si ce n'est pas un moyen de pouvoir sortir d'affaires certains projets qui aujourd'hui ne pourraient pas sortir. Voilà, on y réfléchit. Eh ben, merci à tous les deux et à tous les trois avec Bruno pour vos témoignages. On arrive au bout du temps. Je vois dans les échanges, dans la conversation que des interventions, que ce soit Centrale Villageoise ou Carwatt, en fait, vous intervenez en conseil municipal sur demande s'il y a une demande spécifique pour des projets, euh, d'un côté comme de l'autre. En tout cas, si vous avez des demandes en ce sens, au niveau de Taranis aussi, on peut se faire l'intermédiaire de ces demandes entre collectivités et collectifs citoyens. Faut pas hésiter. Euh, donc, sauf s'il y a une dernière intervention, mais on peut s'arrêter là. Bruno, vas-y. Oui, je me suis permis de mettre l'agenda Taranis avec toutes les rencontres et formations qu'on propose à nous tous. Il n'y a pas que nous, hein, c'est pas que Taranis. Pourquoi? Parce qu'on l'a évoqué, il y a pas mal de spécificités sur la recherche de foncier et la contractualisation nécessaire pour pouvoir asseoir on va dire un projet technique au-delà de la faisabilité. Et donc, il y a plusieurs formations, on va dire au printemps, qu'on a organisées ou co-organisées. Donc sur le foncier, sur comment monter un projet photovoltaïque au sol. On essaie de pouvoir traiter tous les sujets, on va dire techniques et nécessaires à ces projets coopératifs. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et puis, pour ceux qui avaient du mal à voir le visuel tout à l'heure, on vous enverra bien sûr les diapos de la session.
Merci à tout le monde. Merci à Jean-Pierre et Jean d'avoir pris sur leur temps pour ce témoignage qui est très précieux. Et merci à Bruno pour les éclairages sur la dynamique citoyenne en Bretagne. Euh, Bonne journée et bonne semaine à tout le monde. Et à bientôt. Le prochain webinaire aura lieu en juin, le 4 juin, et aura pour sujet la concertation. Et donc là, toujours aussi, comment la collectivité peut s'engager dans des ambitions de concertation autour de projets ou d'exercices plus stratégiques de planification. Donc vous aurez aussi les infos sur ce temps d'échange et de témoignage. À bientôt.